5e rencontre du porte-parole qui, j'en suis convaincu, permettront des échanges constructifs sur les objectifs poursuivis par l'action gouvernementale. C'est un honneur pour moi, pour nous tous, de vous accueillir ce soir. Votre présence ici ce soir, à Laon, revêt un caractère symbolique et nous sommes vraiment ravis que vous ayez choisi notre ville pour ce déplacement. C'est un signe important pour l'ensemble des élus et des acteurs socio-économiques qui font vivre ce territoire. Notre département, marqué par sa ruralité, fait face à des difficultés importantes. Chômage, désindustrialisation, enclavement, dégradation des lignes de transport, désertification des centres-villes, problématiques sociales, illettrisme, logement, surexposition au risque de santé de moins en moins bien couvert par l'offre de soins. Ce qui conduit une partie de notre population à se replier sur elle-même et à se tourner vers les extrêmes. Les élus locaux, comme le rappelait le président de l'Association des maires de France lors du dernier congrès des maires, sont les premiers de cordée de cette République du quotidien. Et cela nous appelle donc à une grande vigilance par rapport au sentiment d'abandon, de déclassement, vécu ou ressenti dans la population, et à faire preuve d'imagination et d'intelligence collective. Dans nos pistes d'action, la transition écologique, objet de votre déplacement cet après-midi, et la bioéconomie prennent une place importante. Notre région, comme vous le savez, est engagée dans la dynamique de la 3e révolution industrielle. Hélène, par ses agro-ressources, par ses disponibilités foncières, par ses savoir-faire industriels, présente de vrais atouts. Nous accueillons d'ailleurs à Laon le siège du pôle de compétitivité agro-ressources. Et puis maintenant, le photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque relancé par les appels d'offres semestriels de l'État et par des signes forts donnés par l'État. Il y a environ un mois, Madame la Ministre, j'étais à Paris, dans vos locaux, pour soutenir le projet de parc photovoltaïque présenté sur le Pays de Laon dans le cadre du dernier appel d'offres lancé par la Commission de régulation de l'énergie. Avec 51 MW répartis en 3 parcs et 2 autres de 34 MW à venir, ce sont plus de 80 millions d'euros qui vont être investis sur le Pays de Laon, 300 hectares de friches qui vont être résorbées et dépolluées, des recettes économiques nouvelles pour les collectivités, 150 emplois pendant la phase de construction, 20 emplois directs et indirects pendant les 30 ans d'exploitation. Et encore plus loin, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'une action cohérente et forte de l'État pour pouvoir créer de véritables écosystèmes territoriaux. Nous avons besoin d'une péréquation juste dans la répartition des dotations et des aides, du maintien et du renforcement des services publics dans nos villes moyennes, dans nos centres-bourgs, d'un droit à l'expérimentation. Et nous comptons donc sur vous pour en être les porte-parole. Parce que c'est ensemble, dans une démarche partagée et de confiance, que nous pourrons réussir la transformation de la France, la transformation de notre région. Et ce temps d'échange, ce temps de dialogue ce soir, y contribue. Mille merci à vous. Merci d'abord d'être venu. Merci beaucoup pour votre mot d'accueil. Profitons-en pour faire la promo de Laon et la promo du Marais qu'on a visité. C'était vraiment un moment passionnant. Donc venez-y, revenez-y. La période va être propice à cette belle découverte. On va essayer de rester sur des sujets nationaux. On a la chance d'avoir Brune Poisson avec nous. Et donc sur les sujets environnementaux, sur le sujet de transition énergétique, sur tout ce qui a été mis en place entre le One Planet Summit et puis les engagements forts du président de la République suite aux accords de Paris sur le climat, tout ce qui a été engagé. Je crois que tu étais en Inde avec le président de la République et qu'il a été beaucoup question de ça. N'hésitez pas, profitez-en. Et puis sur tous les autres sujets, eh bien, la parole est évidemment parfaitement libre et on sera ravis d'essayer de répondre avec sincérité, d'expliquer des choses. Peut-être pas de vous convaincre, mais c'est pas l'objectif à nouveau. En tout cas, c'est difficile. Quelque part. Non mais c'est très difficile de répondre à un cas particulier parce que là il faut avoir le dossier sous les yeux. J'ai fait l'exercice chez Jean-Jacques Bourdin l'autre jour, mais c'est un peu compliqué de répondre à un cas particulier comme ça. Non mais je pense que je suis pas le seul. Ouais. Si j'étais le seul, ce serait pas grave. Ça mérite qu'on s'examine parce que vous passiez de 254, c'est ça ce que vous dites, à 135. Ça me paraît. Bah moi aussi. Il doit y avoir une erreur quelque part. Enfin, je sais pas ce qui marche non, pas. Mais je ne vais pas s'éterniser ce soir là-dessus, mais je voulais vous signaler, il me semble qu'à ce niveau-là, il y a peut-être des choses à réenvisager. Vous faites bien de le signaler, parce qu'on va regarder du coup doublement, mais on n'a pas divisé par deux les allocations logements. Ça, je vous confirme. On a suffisamment payé les 5 € d'appel pour ne pas les diviser par deux. Sur l'école.
Donc 30% de REP pour 20% de la population. Juste peut-être pour dire, ceux qui nous écoutent, que l'un des engagements qui avait été pris pendant la campagne, c'était d'assumer une rupture avec une culture française qui était très forte, qui était le principe d'égalité, même s'il y avait déjà des zones d'éducation prioritaire qui bénéficient de quelques moyens supplémentaires. Et on a poussé la logique un peu plus loin, qui était de considérer que l'école reproduisait les inégalités comme jamais, et que depuis 30 ans, elle avait reproduit beaucoup plus les inégalités sociales qu'elle ne l'avait fait dans les années précédentes. Et que ça se traduisait par, à l'université, par dans les grandes écoles, par dans les études supérieures, une très faible présence d'enfants issus de milieux populaires, dont les parents sont ouvriers ou sont salariés, et une surreprésentation de gens issus d'enfants dont les parents sont des professions dites supérieures, des professions intellectuelles, et des enseignants, si on se dit les choses. Et donc on a assumé de dire qu'il fallait sans doute rompre avec ce vieux principe français de l'égalité, c'est-à-dire de donner la même quantité d'enseignement, de capitaux publics à tous les enfants, parce que certains partent avec des baskets dernier cri au pied, et d'autres partent pieds nus avec des boulets comme ça, et qu'évidemment ceux qui partent pieds nus arrivent sur la ligne d'arrivée un peu moins vite que ceux qui partent surentraînés avec les bonnes baskets. Pardonnez-moi cette métaphore sportive, mais je pense que ça illustre bien l'idée que si on veut que chaque enfant puisse disposer d'à peu près les mêmes conditions de réussite, il faut donner un peu plus à ceux qui ont un peu moins au départ, qui n'ont pas un environnement ou un capital culturel, social, un environnement familial qui peut derrière les accompagner. Donc on a fait le choix de concentrer le tir sur le CP et le CE1. Parce que Jean-Michel Blanquer et d'autres avec qui on a travaillé à cette plateforme sur l'éducation pendant la campagne, en gros, pas tout se joue ces 2 premières années-là. Mais si on ne sait pas lire, écrire, compter, maîtriser les savoirs fondamentaux à la sortie du CE1, et alors pour certains même à la sortie du cours élémentaire, derrière, vous n'y arrivez pas. Et donc vous générez de l'échec scolaire, et les 120 000 décrocheurs scolaires que vous avez, si vous regardez le 1 200 000 jeunes qui n'ont ni formation, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en emploi, entre 15 et 25 ans, c'est 10 années, et c'est 1 200 000 personnes. Bizarrement, ça ressemble beaucoup aux 10 fois 120 000 décrocheurs scolaires. Et ils décrochent tôt. Et donc l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait que ces gamins-là, ils ne décrochent pas, parce que si on les perd très tôt, après on n'y arrive pas. Et donc on a commencé par les REP+, donc les classes de CP en REP+, ça c'était en septembre dernier, on a divisé par 2. À la rentrée prochaine, ce sera les CP en REP et les CE1 en REP+, et la rentrée suivante, ce sera CP, CE1, REP, REP+. Donc il y aura la totalité des 2 premières années importantes pour préparatoire et pour élémentaire première année, qui seront dédoublées dans les zones REP et REP+, à la rentrée 2020. Et on aura fait les 3/4 du chemin là, à la rentrée 2018, pardon, à la rentrée 2019, ce sera entièrement couvert. Alors j'entends la difficulté d'avoir une classe qui ferme en zone rurale. Moi aujourd'hui je suis député de Paris, donc vous allez me dire, Paris c'est pas tellement rural. C'est vrai, même s'il y a les vignes de Montmartre, dont je ne suis pas certain de la qualité viticole, je vais me faire engueuler. Ils sont excellents évidemment. Mais il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai été élu d'un département rural, industriel qui était la Saône-et-Loire, en Bourgogne, et où j'ai vécu dans ce département des zones rurales où vous avez effectivement des classes qui ont dû fermer. Parfois parce qu'on avait un déclin très important de la commune dans laquelle la classe et l'école étaient installées. Pas d'école, je parle, de classe. L'école, là, c'est plus qu'un drame, c'est un psychodrame parce qu'en général, c'est la prémisse à beaucoup d'autres choses. Alors, on a à la rentrée scolaire prochaine 32 700 enfants de moins. Et on a 4200 classes de plus. Et si on est très honnête, on ne va pas dire 4200 classes dans le monde rural, c'est pas vrai. On a 1200 classes dans le monde rural supplémentaires. Les 3000 autres sont notamment dans les zones REP et REP+, mais qui sont peu dans le monde rural, même s'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être pas dans ce département, mais il y en a en France, en zone rurale, qui sont en REP et en REP+. Donc ça fait 1200 classes. Ce qui veut dire que, et c'est vrai que c'est terrible parce que je peux vous dire que le taux d'encadrement, par exemple, dans le monde rural, c'est-à-dire le nombre d'enseignants par enfant, il sera le plus élevé depuis 30 ans. Et en même temps, je ne réponds pas à la singularité d'une situation où vous avez une classe qui ferme dans un métier. Mais vous dire que le discours qu'on entend beaucoup sur il y aurait la France des villes et puis la France
des campagnes. Et la France des villes où tout va bien et la France des campagnes où tout va bien. Il y a des centres-villes qui vont pas bien du tout, et vous avez des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui connaissent des vraies difficultés, où il y a une énorme précarité dans des centres-villes, qu'elles soient des villes moyennes, dans des métropoles. Moi, je suis élu d'une circonscription où j'ai des quartiers populaires et où j'ai des personnes nombreuses qui sont aux minima sociaux, qui sont sous le seuil de pauvreté, en plein cœur de Paris. Et vous avez des territoires ruraux qui vont très bien, qui innovent, qui ont fait le pari de l'intelligence, qui ont fait le pari du numérique. On était tout à l'heure avec des représentants des professions agricoles qui nous montraient ça. Je crois que tu as eu l'occasion de voir ça dans le déplacement aujourd'hui. Et puis, il y a des territoires ruraux qui vont pas bien. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais, le taux d'encadrement sera le plus élevé à la rentrée. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que ça empêchera toutes les classes de fermer en milieu rural? Non. Le département qui aura le meilleur taux d'encadrement de France, c'est la Lozère, qui est un département rural. Donc on y met les moyens. Vous dire qu'on va inverser des tendances qui sont là, et qui sont latentes, qui sont sous-jacentes dans la société française depuis 25 à 30 ans, en une rentrée scolaire, j'aimerais vraiment pouvoir vous raconter ça, mais si je vous raconte ça, j'ai peur de ne pas être totalement crédible, et puis vous direz, bon, il nous raconte un peu ce qu'on a envie d'entendre, et voilà. Donc je ne vais pas vous raconter ça. Vous dire que il y a des sujets de regroupement de classes qu'on peut aussi imaginer, des classes avec 2 niveaux. Je sais que c'est pas optimal, que c'est pas la meilleure des solutions, mais on connaît l'amour des enseignants pour leurs élèves et le sens de la débrouillardise. Vous savez ce qu'on nous a opposé comme argument quand on a voulu dédoubler les classes? On nous a dit mais c'est quand même vachement compliqué parce que on va pas pouvoir avoir suffisamment de classes pour accueillir les élèves. Et ça, je peux vous dire un truc. L'ingéniosité du corps enseignant a fait que, on a réussi à faire ça, y compris dans des endroits où on n'avait pas suffisamment de classes pour dédoubler tout le monde. Et donc il faut un peu compter sur l'intelligence pratique de tout le monde, de l'État, du corps enseignant, en l'occurrence sur ce sujet rural et des classes rurales. Et moi, je fais une immense confiance, je suis là où je suis aujourd'hui par l'école. Et je sais l'importance de l'école. Et croyez-moi, si on devait ne réussir, pardon, je dis ça, je vais me faire engueuler par tous mes autres collègues, mais s'il y a une seule chose qu'on devait réussir, c'est l'école. Parce que c'est la génération d'après, parce que c'est la fin des décrocheurs scolaires dont on se parlait, c'est le fait de préparer la jeunesse à affronter un monde qui est beaucoup plus compliqué qu'avant, où les enjeux de mutation économique sont terrifiants, où il y a beaucoup d'angoisse, où il y a beaucoup d'inquiétudes, mais où moi j'ai une conviction, c'est que le système éducatif français, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, dans les périphéries des centres urbains, dans les grandes métropoles, dans les villes moyennes, dans les centres-bourgs, c'est notre meilleur arme pour amener les enfants pour la suite. Voilà. À toi. Sur les et Martial, Exactement. les oiseaux et la menace. Ahmed, c'est vrai que je crois que c'est... Vous avez raison de souligner que ça a été je crois que c'est encore une alerte de plus. Et il faut l'écouter. Parce que quand on parle généralement du changement climatique, on pense beaucoup aussi à l'énergie. On pense à la lutte contre les émissions de CO2. C'est fondamental, mais ce qui est aussi très important, et ce qui est véritablement le pendant de la lutte contre les émissions de CO2 et les gaz à effet de serre, eh bien, c'est la protection de la biodiversité. C'est tout simplement la protection de la nature, de sa diversité. Et en ce moment, elle est mise à mal. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai grandi en zone rurale. Les habitants de ma circonscription sont par définition habitants des zones rurales et ils constatent au quotidien l'érosion justement de cette biodiversité-là. Ils voient le nombre d'insectes diminuer considérablement. Ils voient aussi la diversité des oiseaux diminuer. Bien sûr, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où, au contraire, la biodiversité renaît et d'autres beaucoup moins. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois que ce qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on parle de la nature, eh bien qu'on parle de quelque chose qui finalement appartient, et en tout cas qui est la responsabilité des agriculteurs uniquement. Ça, je crois que c'est absolument fondamental, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, souvent, quand on parle de la biodiversité, on entend beaucoup parler des agriculteurs, des produits phytosanitaires, de leurs pratiques agricoles qui finalement sont négatives pour l'environnement. Il ne faut quand même pas oublier qu'aussi nos paysages et ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui, c'est grâce aux agriculteurs. Il ne faut pas oublier non plus que les agriculteurs aussi ont des pratiques agricoles aujourd'hui qui sont peut-être parfois
qui commence à être un peu en décalage avec les demandes des consommateurs, mais aussi parce que pendant des années, les consommateurs ont demandé ce type de consommation-là. Ils avaient ces pratiques alimentaires qui ont aussi favorisé l'agriculture productiviste. Il y avait aussi bien sûr une question de politique publique et de vision agricole, mais il y avait aussi cette demande-là de la part des consommateurs. Et aujourd'hui, on essaie de changer cette équation-là. Et c'est un effort qu'on doit tous faire. On doit accompagner les agriculteurs peu à peu, de façon pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on doit, c'est sûr, avoir une utilisation de plus en plus raisonnée des produits phytopharmaceutiques et phytosanitaires et des pesticides, des herbicides et de tous ces produits-là. On a parlé du glyphosate, je l'ai vu aujourd'hui. Les agriculteurs français ont déjà fait beaucoup d'efforts. Il y a encore des marges de progression, mais l'agriculture peut y arriver, et les agriculteurs peuvent y arriver parce qu'il y a un vrai vivier et une vraie volonté d'innover. Très souvent, on oppose monde agricole, monde rural, et puis finalement un peu les archaïsmes et l'immobilisme. Mais tout ça, c'est parfois une vision citadine qui est projetée sur le monde rural et qui est très loin de la réalité. Moi encore aujourd'hui, j'ai eu la grande chance d'aller visiter une exploitation agricole chez Monsieur Fontaine, et j'ai été vraiment très impressionnée par la modernité des pratiques agricoles, par des techniques, l'utilisation par exemple de drones. J'imagine que dans la pièce, vous êtes tous très familiers avec ces pratiques agricoles-là, donc je vais pas les détailler, mais simplement dire qu'il y a des outils numériques, des pratiques, des changements qui sont véritablement à la pointe, avec les meilleures technologies qui permettent d'utiliser de façon très précise des produits pharmaceutiques et donc d'en réduire considérablement la consommation. Ce qui représente une économie à la fois pour les agriculteurs, mais aussi, bien sûr, qui permet de mieux préserver l'environnement. Et donc c'est ce mouvement-là que le gouvernement souhaite accompagner. Mais nous, on ne traite pas et on ne voit pas les agriculteurs, d'abord, comme des personnes qui voudraient volontairement continuer à polluer, ou en tout cas qui fermeraient les yeux sur une réalité. Pour nous, c'est pas ça. C'est surtout des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui doivent faire face au changement des besoins des consommateurs, des envies des consommateurs. Et donc nous, notre objectif, c'est véritablement de les accompagner.